À Istanbul, les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine se terminent avec un accord sur les prisonniers de guerre. Au Royaume-Uni, Keir Starmer dévoile un vaste plan de réarmement visant à préparer les forces armées britanniques à des menaces de sécurité majeures. À Istanbul, la rencontre de pourparlers de paix directe entre la Russie et l'Ukraine s'est terminée avec un accord sur les prisonniers de guerre. Les présidents Zelensky et Poutine n'étaient pas présents aux négociations. Ils ont tous deux envoyé des délégations. Selon le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, les deux parties ont convenu d'un nouvel échange de prisonniers, un format tous contre tous, qui permettrait aux prisonniers de guerre grièvement blessés et gravement malades, ainsi qu'aux soldats âgés de 18 à 25 ans, de rentrer dans leurs pays respectifs. Kiev aurait proposé à Moscou de nouveau pourparlers entre le 20 et le 30 juin. Avant les négociations, le président Zelensky réclamait un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours, proposition qui aurait été rejetée par Moscou, la libération des prisonniers et le retour des enfants déportés. Côté Kremlin, aucune condition n'avait été émise avant la réunion, mais Vladimir Poutine a déjà demandé à l'Ukraine de se retirer des régions du Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, 4 régions que la Russie a illégalement annexées en 2022, mais qu'elle n'a jamais totalement contrôlées. Cette demande a été rejetée par Kiev et ses alliés. Les pourparlers se déroulent sur fond d'escalade des combats de part et d'autre. L'Ukraine a lancé une attaque surprise contre 4 bases aériennes russes et la Russie a mené dimanche l'attaque de drones la plus importante jamais réalisée contre l'Ukraine. Le renforcement de l'OTAN et le soutien à l'Ukraine étaient à l'ordre du jour d'un sommet à Vilnius ce lundi, qui a rassemblé les dirigeants d'une quinzaine de pays d'Europe centrale et nordique. Une rencontre qui intervient au lendemain de l'opération dite Toile d'araignée, qui a vu l'Ukraine cibler des bases aériennes russes jusqu'à 4000 km de sa frontière. Jamais Kiev n'avait touché des cibles aussi éloignées. Europe, together with America, has better weapons than Russia. We also have stronger tactical solutions. Our Operation Spiderweb yesterday proved that. Russia must feel what its losses mean. That is what will push it toward diplomacy. D'après le chef de l'OTAN, Mark Rutte, les États-Unis maintiendront une présence forte en Europe, malgré les craintes d'un désengagement américain sous l'impulsion de Donald Trump. Mark Rutte se dit toutefois inquiet. Selon lui, l'OTAN pourrait être incapable de se défendre contre la Russie dans quelques années si l'Alliance ne renforce pas sa défense. Le prochain sommet de l'OTAN se tiendra à La Haye à la fin du mois de juin. Au Royaume-Uni, près d'un an après le lancement de l'examen de la défense stratégique du pays, Keir Starmer dévoile un vaste plan de réarmement visant à préparer les forces armées britanniques à des menaces de sécurité majeures. En déplacement à Glasgow, le Premier ministre britannique a présenté sa feuille de route et a dit vouloir transformer le Royaume-Uni en une nation prête au combat et équipée pour les décennies à venir. I can announce today that we're going to build at least 6 new munitions factories in the United Kingdom, generating over 1,000 jobs. We will build thousands of new long-range weapons in the United Kingdom to boost European deterrence, supporting around 800 more jobs. We will defend our homeland by investing in our air and missile defence to better protect these islands. We will create a hybrid Royal Navy, blending drones with warships. Le Royaume-Uni a annoncé la construction de 12 sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre du pacte AUKUS, conclu en 2021 avec l'Australie et les États-Unis. Le pays prévoit également de renforcer ses capacités cybernétiques et numériques, ainsi que d'accroître le nombre de logements destinés aux forces armées. Ces équipements s'inscrivent dans le cadre des dépenses de défense, portées à 2,5% du PIB d'ici 2027, puis à 3% au cours de la prochaine législature. Les ministres de la Défense de l'OTAN se réunissent cette semaine à Bruxelles. À l'ordre du jour, une question cruciale, la puissance militaire de l'Alliance et son degré de préparation face à un éventuel conflit majeur. Dans le même temps, sur le terrain en Estonie et en Lituanie, 26 000 soldats issus de plusieurs nations membres simulent une invasion potentielle de la Russie. Un exercice qui revêt une dimension particulière pour les troupes des pays baltes. Marqués par leur expérience de l'occupation soviétique, ceux-ci voient leur appartenance à l'OTAN comme un rempart essentiel face aux menaces actuelles.
We definitely were not ready to defend ourselves when the Soviet Union collapsed. We had the people, we had the willingness, but we didn't have training and we didn't have the equipment, and all that has completely changed now. Do you remember what it was like to live under Soviet occupation? Luckily we do, and that's why we want to make sure that nothing like that returns. L'entraînement englobe l'ensemble des capacités militaires, allant des chars, obusiers, hélicoptères d'attaque et drones, aux exercices de tir réels et au déploiement d'hôpitaux de campagne pleinement opérationnels. Trench warfare is a key characteristic of the war in Ukraine, and these trenches were built by hand, taking around 2 to 3 hours. The idea here is, of course, replicating what it might be like in the event of war, where NATO soldiers were required to defend Estonia. So we're in an MDA at the moment, which stands for Main Defensive Area. So basically we're tasked with defending the ground you can see behind us, basically stopping any movement north of that ground and repelling any attacks. We've got a few trenches out at the front as well, which is where we'll live and fight out of. So if enemy attacks come towards us, then that's where our main defensive area will be. But this is an exercise with Lithuanian and German soldiers using German tanks, both the Leopard and the Puma. We know that Germany sent the Leopard tanks to support Ukraine. It's also got Lithuanian infantry fighting vehicles. Is the readiness there in the event of an armed conflict or an invasion on NATO territory in the next year or so? The capability to rapidly move into these locations are always here. The 173rd is postured in Italy and ready to go at a moment's notice. The 82nd in the rear is also always on guard and on watch, prepared to deploy, engage, and destroy in less than 24 hours. Si l'évolution de la technologie des drones domine la guerre en Ukraine, les techniques traditionnelles, chars, parachutistes, artillerie, restent essentielles. 150 paratroopers from 5 NATO countries, Germany, the United States, France, Italy and the Netherlands will come here and in theory be here to reinforce Lithuanian soldiers in the event of an invasion. Alors que la guerre menée par la Russie se poursuit en Ukraine et que les menaces hybrides suscitent une inquiétude croissante, l'OTAN réajuste continuellement sa stratégie pour pouvoir répondre rapidement à toute crise émergente. La défense civile de Gaza fait état d'au moins 14 morts, dont 6 enfants, dans une frappe lundi à Jabalia, dans le nord de l'enclave. Dans le même temps, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, demande une enquête indépendante après des tirs qui ont fait au moins 31 morts dimanche à proximité d'un centre d'aide de la Fondation humanitaire pour Gaza. De nombreux Palestiniens présents sur place attribuent les tirs à l'armée israélienne, laquelle dément fermement toute implication. Le Hamas affirme par ailleurs que Tsahal a détruit dimanche l'établissement médical Noura al-Kaabi, le dernier centre de dialyse dans le nord du territoire. Alors que l'armée israélienne poursuit son offensive, les négociations piétinent entre l'État hébreu et le Hamas, ce dernier exigeant toujours un cessez-le-feu permanent et un retrait total de Tsahal. L'ancienne ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a été élue sans surprise lundi présidente de l'Assemblée générale des Nations unies. Le poste essentiellement cérémoniel est généralement attribué à un candidat unique par acclamation. Mais la Russie, opposée à la nomination de la diplomate allemande, a obtenu qu'un vote à bulletin secret soit organisé. La présidence tournante de l'Assemblée générale de l'ONU revenait cette année au groupe des États occidentaux. Annalena Baerbock prendra ses fonctions au mois de septembre pour une durée d'1 an, en lieu et place du Camerounais Philemon Yang. Karol Nawrocki a remporté l'élection présidentielle en Pologne, devançant le maire libéral de Varsovie, Rafał Trzaskowski. Le candidat conservateur a remporté 50,89% des voix. Cet historien, ancien directeur du musée de la Seconde Guerre mondiale de Gdansk, d'où il est originaire, est critique à l'égard de l'OTAN, de l'Union européenne ainsi que du soutien occidental à l'Ukraine, mais surtout un grand admirateur de Donald Trump. Il s'est d'ailleurs inspiré du président américain pour son slogan de campagne « La Pologne et les Polonais d'abord ». Il a également pu s'appuyer sur les votes des électeurs d'extrême droite en acceptant notamment les conditions d'un de ses chefs de file, Sławomir Mencen, qui candidatait au premier tour. Karol Nawrocki a revendiqué sa victoire dès la publication des premiers sondages de sortie des urnes dimanche soir. Udało nam się zjednoczyć cały obóz patriotyczny
w Polsce cały obóz ludzi, którzy chcą Polski normalnej, chcą Polski bez nielegalnych migrantów, Polski bezpiecznej. Le gouvernement du Premier ministre Donald Tusk devra lui composer avec un chef d'État hostile à son programme libéral et pro-européen, ce qui risque d'exacerber encore davantage les tensions dans une société polonaise déjà très divisée. Trafic d'enfants, corruption et falsification de documents. Un nouveau rapport fait état de graves malversations dans de nombreuses adoptions d'enfants étrangers par des familles suédoises durant les 50 dernières années. Au vu de ces conclusions, les enquêteurs exhortent le gouvernement suédois à mettre progressivement un terme aux adoptions internationales dans le pays et à présenter des excuses officielles aux victimes. När det gäller då den framtida internationella adoptionsverksamheten så är mitt förslag att verksamheten med att förmedla barn för adoption till Sverige avvecklas. Den internationella adoptionsverksamheten har syftat till att erbjuda föräldralösa barn i andra delar av världen föräldrar och en kärleksfull familj. Men frågor har väckts om huruvida oegentligheter skett och därför hoppas jag att kommissionens utredning ger svar på eller är ett första steg mot att ge svar på de här frågorna. La Suède est le dernier pays européen en date à remettre en question sa politique d'adoption internationale. Depuis l'année dernière, les Pays-Bas n'autorisent plus leurs citoyens à adopter des enfants à l'étranger, après qu'un rapport a révélé de nombreux cas de vol et de trafic d'enfants.